La Constitution doit établir les limites du pouvoir, protectrice de l'intérêt général. Notre Constitution a été écrite par des élus et des hommes exerçant le pouvoir. Il y a conflit d'intérêts, celui qui a le pouvoir ne doit jamais déterminer les limites de son propre pouvoir. Toute personne intéressée au pouvoir ne doit pas participer à la rédaction de la Constitution. La Constitution doit donc être écrite par le peuple, puis votée par lui. Pour que le peuple puisse écrire sa Constitution, il devra confier cette tâche à une assemblée constituante. Pour désigner les membres de cette assemblée, il ne faudra pas passer par l'élection qui est antidémocratique, mais par le tirage au sort. C'est par cette étape primordiale que passe le combat contre tous les abus de pouvoir. La Constitution est un texte juridique solennel expliquant l'organisation des pouvoirs, mais aussi les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens et des gouvernants d'un pays. La Constitution est le texte au sommet de la hiérarchie des lois, cela signifie que les autres textes, lois, règlements, décrets etc., doivent respecter la Constitution. La Constitution commence par un préambule, sorte d'introduction générale qui décrit les principes généraux philosophiques sur lesquels elle est bâtie. La Ve République cite dans son préambule 3 textes fondamentaux, que l'on nomme le « bloc de constitutionnalité ». La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le préambule de la Constitution de 1946. La Charte de l'environnement de 2005. Le contenu décrit le fonctionnement politique du pays. Comment s'articulent les relations entre le pouvoir législatif, ceux qui font les lois, le pouvoir exécutif, ceux qui les font appliquer, et le pouvoir judiciaire. Comment sont désignés les représentants qui disposent de ces pouvoirs, et pour quelle durée? Quels sont les rôles propres à chaque acteur politique? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 marque l'abolition des principes de l'Ancien Régime, en proclamant plusieurs idéaux exprimés par les philosophes des Lumières. La souveraineté populaire. L'égalité des citoyens. La liberté. La liberté d'opinion. La nécessité d'un impôt consenti. La propriété privée. L'origine du pouvoir, la souveraineté, et la nation, c'est-à-dire tous les citoyens. La souveraineté se manifeste par la création des lois. Celles-ci sont faites soit par le peuple, système de la démocratie directe, ou par ses représentants, système de la démocratie représentative. Les actions des fonctionnaires de l'administration peuvent être contestées par les citoyens. L'égalité est un droit de l'homme. Elle se manifeste dans de multiples domaines, comme l'égalité devant l'impôt, qui est une condamnation des privilèges fiscaux dont bénéficiaient la noblesse et le clergé avant 1789. Ceux-ci étaient exemptés de certains impôts royaux, mais en percevaient en mettant à contribution le reste de la population. L'égalité est aussi celle de l'accès aux diverses fonctions publiques, civiles et militaires, selon les seuls critères de la compétence. Auparavant, les plus importants grades de l'armée et les plus hautes fonctions du clergé étaient uniquement réservés aux nobles. Tous les Français sont aussi égaux devant la justice. Les justices seigneuriales sont déclarées dissoutes. La déclaration définit la liberté comme pouvoir faire ce que l'on veut, à condition de ne pas empiéter sur la liberté des autres. Les arrestations arbitraires décidées par les autorités sont interdites. C'est une condamnation du système des lettres de cachet qui, sous l'Ancien Régime, permettait au roi ou à son représentant local d'envoyer en prison une personne, sans décision de justice. Cependant la déclaration précise que la liberté a des limites, qui sont fixées par les lois, donc modifiables selon les époques. Pour en finir avec la censure exercée par les autorités royales ou religieuses pendant la monarchie, et les persécutions qu'elles mettaient en place pour les contrevenants, la liberté de penser est inscrite dans la déclaration. Cela va permettre la multiplication des moyens de communication, à l'époque les journaux. Les rédacteurs de la déclaration insistent que même la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de choisir sa religion voire de ne pas en avoir, est garantie.
C'est également une condamnation d'une des bases de la société d'Ancien Régime, où les sujets, citoyens, devaient être de la même religion que leur souverain. Les non-catholiques n'existaient pas légalement, pas d'état civil, qui était tenu par le clergé catholique, et ne pouvaient pratiquer légalement leur religion. En 1789, la plupart des Français étaient insatisfaits du système fiscal existant, il était inégalitaire puisque la noblesse et le clergé échappaient à l'impôt royal, son montant dépendait de la seule volonté royale, son recouvrement donnait lieu à de nombreux abus et était différent d'une province à l'autre. La déclaration entend mettre fin au système existant et jeter les bases d'une nouvelle fiscalité plus égalitaire. Les impôts sont perçus comme nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Bénéficiant de la protection assurée par l'État, tous les Français doivent payer l'impôt. L'impôt doit être transparent. Ce sont les représentants du peuple qui en fixent le montant et les bases de recouvrement. La propriété privée est un droit naturel de l'homme. Il s'agissait d'une idée très répandue dans une France, à l'époque, de petits propriétaires terriens ou de petits industriels, qui ont des installations, et d'artisans qui possèdent un atelier. Cependant, la propriété peut être supprimée en vue de satisfaire un besoin général bénéfique à la société. Ce ne peut être une confiscation puisqu'elle doit donner lieu à une juste indemnité, c'est-à-dire négociée. Cette idée donne une base à la confiscation des biens du clergé qui sera décidée dès 1789, afin de renflouer le trésor public qui est en déficit. La Charte de l'environnement proclame un droit à un environnement sain. La Charte reconnaît le droit de chaque personne à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Un devoir de prévention et de précaution, elle énonce le principe de prévention des atteintes à l'environnement et le principe de précaution en cas de risque grave et irréversible, même en l'absence de certitude scientifique. Un principe de participation, la Charte prévoit le droit du public à participer aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, et le devoir des autorités publiques de l'informer et de le consulter. Un principe de réparation des dommages, elle énonce le principe selon lequel l'auteur de dommages causés à l'environnement est tenu de les réparer. Prenez connaissance de ce schéma simplifié de l'organisation des pouvoirs en mettant sur pause. Prenez connaissance de ce schéma détaillé de l'organisation des pouvoirs en mettant sur pause.